Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le deuxième plateau portant sur le sujet le cancer de col de l'utérus et du sein. Le cancer de col de l'utérus est un problème de santé publique. Le cancer constitue de nos jours l'une des principales causes de décès dans le monde. En Afrique, le nombre de patients atteints du cancer s'accroît au même rythme que le coût de la prise en charge. Parvenir à alléger le taux du cancer en Afrique, la solution consiste à développer la recherche les moyens appropriés selon vous, les spécialistes. Autant la prévention et le traitement du cancer ont constitué de manière substantielle à la réduction dans les pays développés, autant l'Afrique doit se forger une expertise dans le domaine du cancer et selon les réalités africaines. La Guinée doit adapter son plan stratégique, mais aussi se baser non seulement sur la recherche, la prévention primaire et secondaire, et d'autres aspects qui semblent nécessaires en fonction des réalités guinéennes. Sauver des femmes du cancer est un sacerdoce pour vous, les cancérologues. Cependant, le taux élevé du cancer dans le service de cancérologie à Donka et d'autres structures privées est une évidence. C'est surtout ce qui nous a amené à porter notre choix sur ce sujet. Poser la problématique, trouver des voies et moyens, toucher la cible en vue de sauver des vies reste notre préoccupation. Pour ce numéro, l'accent va être mis sur la recherche, renforcement des capacités, des mécanismes pour une prise en charge gratuite. Professeur Bangali Traoré, chef service de cancérologie à Donka, coordinateur du programme national de lutte contre le cancer, va passer en revue toutes ces questions. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Professeur, bonsoir une fois. Encore, la première question, c'est vrai, on a souvent parlé le cancer tout le long du mois d'octobre. On a parlé les symptômes de la maladie, la transmission, etc., etc. C'est quoi le cancer de façon générale? Bien, merci beaucoup, Madame Sidibé, de m'avoir invité pour la énième fois sur ce plateau de RTG et d'avoir choisi comme deuxième thème de cette célébration les cancers du col de l'utérus et du sein. Alors donc c'est pour moi un réel plaisir de venir partager avec vous et avec ce beau public ce thème crucial pour la lutte contre le cancer dans notre pays. Alors pour revenir à votre question, le cancer de façon générale, on en parle lorsque un organe ou une partie de l'organisme est le siège de développement, de la naissance et du développement d'une multiplication cellulaire incontrôlée. Cette multiplication cellulaire aboutit à la formation d'une tumeur qu'on appelle maligne, qui aura tendance à détruire l'organe qui est atteint et à se propager dans l'organisme. Et c'est souvent ce développement et cette dissémination qui est responsable du décès des patients et des victimes. Voilà, donc le cancer, c'est pas l'apanage, ça peut atteindre tous les organes, de la tête aux orteils. Aucun organe ne peut être épargné, mais c'est avec des proportions différentes. Alors, professeur, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous énumérer les types de cancer très rapidement? Alors, quand vous parlez de type de cancer, c'est le cancer qui atteint les différentes parties de l'organisme. Voilà, donc la répartition de en fonction donc, des organes qui sont atteints, des types de cancer, est très variable d'un pays à l'autre. Alors, pour ce qui est de notre pays, les cancers féminins sont les plus fréquents, notamment les cancers du col de l'utérus et du sein, et je comprends bien le choix porté sur ces deux cancers. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des cancers qui posent de réels problèmes, le cancer du foie, le cancer de la prostate et les autres cancers. Il y a les cancers de l'enfant également. Les enfants peuvent être victimes, les cancers chez les hommes et d'autres types de cancers. Très bien. Professeur, le choix du thème, dans l'annonce, je disais que c'est à cause du taux élevé en date. Est-ce qu'on peut connaître les chiffres lors du mois d'octobre et jusqu'à aujourd'hui? Il faut évaluer à 7 888 cas annuels. C'est beaucoup. Et
avec près de 6 000 décès. Alors si on rapporte ça au nombre de décès par jour de cancer, nous sommes à 16 ou 17 décès par cancer dans notre pays. Pour ce qui concerne les deux cancers, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus et du sein, nous sommes à près de 5 à 6 décès par jour de cancer du sein et du col de l'utérus dans notre pays. Très bien. On a dit qu'on allait se focaliser sur la recherche, le renforcement des capacités. En quoi, professeur, la recherche peut apporter une solution dans la réduction du taux élevé du cancer dans le pays, comme on parle de la Guinée? Alors, vous avez dit recherche et solution. Donc, la recherche qui ne mène pas à résoudre les problèmes de santé, ce n'est pas de la recherche. Alors, pour la recherche en Guinée, je pense que le départ, c'est depuis 1992 avec la création du registre national du cancer. Alors, ce registre permet de générer des données populationnelles qui permettent d'estimer ou d'évaluer l'incidence, la prévalence et la mortalité par cancer dans notre pays. Donc, les chiffres qu'on vous annonce sont basés justement sur les données du registre du cancer. Oui. Alors, donc ça, c'est le point de départ. Et depuis, la Guinée s'est inscrite sur la voie de la recherche dans la lutte contre le cancer. Les premières données découlent surtout de l'enquête de prévalence de l'infection du virus de l'hépatite B au niveau de la Guinée. Donc cela a démontré qu'en Guinée ou en Afrique de façon générale, la prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite B est très élevée. Dès les années 90 et jusqu'aux années 2000, ce qu'on connaît aujourd'hui, la Guinée a participé aux premières heures d'études de prévalence, de cartographie et de la caractérisation du virus du papillome humain qui est aujourd'hui impliqué dans la genèse du cancer du col de l'utérus. Donc ça, ce sont des résultats de la recherche. Alors, grâce à la recherche également, on connaît que si nous prenons l'infection par le virus de l'immunodéficience, le VIH, on sait aujourd'hui que grâce à la recherche, la prévalence du cancer ou la prévalence du VIH chez des patients cancéreux dépasse de plus de 4 fois la moyenne nationale. On est à 5% pour les cancéreux, alors que la moyenne nationale, c'est 1,7%. Puis le second point, on a parlé de renforcement des capacités, une des préoccupations, mais aussi un axe phare dans la lutte contre le cancer. Professeur, quelle lecture faites-vous par rapport au renforcement des capacités du personnel soignant? Alors, le renforcement de capacité commence d'abord à l'école. La formation en oncologie, c'est d'abord la formation de base. Au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et dans les universités privées, l'enseignement de l'oncologie fait partie de l'enseignement de base, de la formation de base du médecin. Donc l'étudiant qui sort de la médecine doit sortir capacité en connaissance de base sur la lutte contre le cancer. À partir de là, donc une fois déversé dans le public, il faut justement augmenter ou améliorer les compétences et les capacités dans la lutte contre le cancer. Donc la priorité aujourd'hui, c'est comment former les agents qui sont dans le programme de lutte contre le cancer en prévention et lutte contre le cancer dans notre pays et de façon générale aussi. Professeur, la mise en place des instituts de cancérologie, par exemple, ne rentre pas dans ce même cadre de figure pour vous permettre d'avoir un institut et pour l'épanouissement ou dans la recherche ou en tout cas dans la lutte contre le cancer? Avant la mise en place de l'Institut national du cancer, ça c'est notre priorité. C'est un rêve d'avoir l'Institut national du cancer. Mais avant, il y a des formations qu'il faut mettre en place. Il y a la formation des chirurgiens. Moi, je suis personnellement chirurgien. Donc, si je dois former d'abord en poste universitaire,
Ah non, c'est un projet qui est en élaboration, qui nous espérons, avec l'autorisation de la Faculté des sciences et techniques de la santé et de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, nous allons mettre en place la formation spécialisée en chirurgie des cancers. Mais il ne faut pas oublier qu'un médecin, c'est quand il y a un bon paramédical, un personnel infirmier spécialisé aussi, parce que ce sont des soins qui sont un peu particuliers. Donc nous sommes en train de développer également des curricula et nous allons proposer au niveau de notre université pour former également les infirmiers spécialisés en oncologie. Il y a la lutte contre le cancer ne s'arrête pas qu'à former des cliniciens ou des praticiens au niveau des hôpitaux. Il faut former des agents de santé publique. Nous avons un centre de formation à la prévention des cancers gynécologiques qui peut être mis à profit pour justement développer des programmes de formation en prévention et en lutte contre le cancer. Donc nous avons ça à cœur. Alors donc l'Institut national du cancer viendra justement pour englober toutes ces formations, décentraliser la lutte contre le cancer, parce que la lutte contre le cancer, ça ne s'arrête pas seulement qu'à Conakry. Conakry ne représente qu'une portion en République de Guinée, donc il faut décentraliser les soins du cancer, il faut décentraliser la lutte contre le cancer, il faut décentraliser la formation et la recherche sur le cancer. Professeur Bangali, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez un projet pour la mise en place des médecins en chirurgie, en cancérologie. Est-ce que ce n'est pas ce déficit qui est à la base des évacuations sanitaires dans les pays limitrophes? Il n'y a pas que ça, ce n'est pas que des ressources humaines, les déficits en ressources humaines. Je suis ici avec mon équipe. Mais dans le secteur de la chirurgie? Non, la chirurgie n'est pas un obstacle. Ce n'est pas justement le motif fréquent d'hospitalisation. D'accord. Les malades sont évacués à l'étranger, c'est à cause surtout de l'absence de radiothérapie dans notre pays. Très bien. À cause de l'absence de radiothérapie. Moi personnellement, j'évacue parce que les malades doivent faire de la radiothérapie. Il n'y en a pas dans notre pays. Donc, lorsqu'un traitement doit débuter par ça, forcément, il faut évacuer. Mais malheureusement, c'est peut-être 5 à 10% qui arrivent à bénéficier de cette évacuation. Alors, professeur, aujourd'hui, vous êtes coordinateur du programme de lutte contre le cancer. Est-ce que vous envisagez de mettre en place cette structure pour éviter les évacuations? Le programme national de lutte contre le cancer, à l'image des autres programmes de santé au niveau du ministère de la Santé, s'occupe de la mise en œuvre de la politique et des stratégies de lutte contre la maladie. Donc, dans notre domaine, c'est le cancer. Alors, le programme crée les besoins. Donc, nous, actuellement, notre priorité, c'est d'abord avoir ce cadre stratégique pour développer des activités. C'est dans ça qu'on va inscrire justement ces différents paramètres de lutte contre la maladie, notamment la création de l'Institut national du cancer. C'est un gros investissement, mais avant, il y a beaucoup d'autres activités, qu'il faut mettre en place pour justement développer la lutte contre le cancer, notamment dans le volet de la gouvernance, la prévention, le dépistage, la prise en charge des différents cancers et l'accompagnement. Justement, la prise en charge, le goulot d'étranglement, certains pays en sont arrivés quand même à la gratuité de la prise en charge. Et pourquoi pas la Guinée? Et quels seraient les mécanismes en place pour y arriver à la gratuité? Vous savez, j'ai confiance au ministre de la Santé qui a bien voulu et qui a compris qu'il faut créer le programme national de lutte contre le cancer. Depuis que nous sommes rentrés en 2006, nous sommes en train de courir pour la création du programme national de lutte contre le cancer. Cette année, ça a été créé et je voudrais profiter de ce plateau pour remercier le ministère de la Santé, le ministre qui a bien compris qu'il faut justement créer. Voilà, donc qui a compris l'importance.
D'accord. Et donc, partant pour revenir à votre question, donc c'est pour nous une priorité pour vraiment lutter contre la maladie. Très bien. Alors, la création de ce programme en septembre dernier fait partie des mécanismes en perspective? Nous sommes actuellement à pied d'œuvre pour vraiment mettre en place la stratégie nationale de lutte contre le cancer, le plan stratégique national de lutte contre cette maladie qui fait beaucoup de victimes. Beaucoup. Donc, ce cadre stratégique découle de beaucoup d'étapes, mais nous avons déjà commencé. Comparativement à d'autres programmes avec lesquels nous avons été justement créés. Comme dirait donc l'autre, nous préférons la prévention primaire que secondaire même, ou on peut prendre primaire et secondaire que tertiaire. Professeur, quelle lecture faites-vous par rapport à cette phrase, par rapport à cette idée? J'ajouterais plutôt que la bataille contre le cancer se gagne avant l'hôpital. Donc c'est la prévention. La prévention, rien que la prévention. La prévention, c'est à deux volets. Dans la lutte contre le cancer, il y a la prévention primaire, qui consiste à lutter contre l'exposition aux facteurs favorisants. Parmi ces facteurs, il y en a qui sont modifiables. Lorsqu'on agit, soit donc on évite l'exposition de l'organisme vis-à-vis de ces facteurs, ou alors, lorsqu'on ne peut pas éviter, on essaye de renforcer la résistance de l'organisme. C'est comme ça on fait la vaccination contre le virus du papillome humain pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Le vaccin, ça existe chez nous? Le vaccin n'existe pas. Et c'est pour ça que je suis très heureux de savoir que le programme national, le programme élargi de vaccination soit dans la salle pour qu'il entende les besoins. On va suivre le reportage et on va revenir pour donner la parole au public pour les différentes préoccupations. Jeunes filles ou femmes adultes, toutes sur le chemin des centres de santé les plus proches de leur localité pour se faire dépister du cancer du col de l'utérus et du sein. Un souci majeur pour cette couche vulnérable de la société. Docteur Namato, on a vraiment une lésion précancéreuse a été détectée lors de ma consultation. On a commencé le traitement après le deuxième rendez-vous. Je dois rester pendant un mois sans contact physique avec mon époux, revenir pour un contrôle là-bas, si ça va. Même si ce n'est pas ma période de règles menstruelles, je saigne. J'ai commencé d'abord par Donka, il n'y a pas eu de suite, ça persiste toujours. C'est ma première consultation ici. Je venais chaque fois que je voyais les annonces de venir faire le dépistage gratuitement, voir la situation des seins des femmes, des cols de l'utérus. Ça m'a intéressé, je suis venue. Ils m'ont dit de faire un examen. Je l'ai fait à Chino-Guinée. J'ai envoyé les résultats et le médecin m'a vu. Il a dit que ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Une population malade est une population improductive. Conscient de cette réalité et sachant que le cancer est une maladie mortelle, les oncologues guinéens se sont beaucoup plus investis dans la prévention primaire. Pour lutter contre le cancer, nous allons nous baser sur 3 grands moyens. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est sur ça que nous allons insister. Elle va consister à reconnaître ces facteurs de risque, les supprimer si c'est possible de les supprimer. Comme exemple, un fumeur qui ne savait pas que la cigarette était inclinée dans la survenue du cancer arrête totalement de fumer. Donc la personne a supprimé. Et si ces facteurs ne sont pas supprimables, c'est éviter notre exposition à ces facteurs. Le cancer du col de l'utérus fait partie des cancers les plus fréquents et les plus mortels dans les nombreuses régions de l'Afrique subsaharienne. Il se place devant celui du sein. Malgré la gratuité du dépistage des 2 types de cancers responsables de décès chez les femmes à tous âges, certaines viennent à des stades tardifs dans les structures sanitaires, ce qui complique souvent la prise en charge des cas avancés. Les cas pour lesquels on a une suspicion
de cancer, c'est pareil, on fait le prélèvement pour que ce soit confirmé. Parce qu'il y a plusieurs types de cancer. Bon, globalement, c'est le cancer d'origine épithéliale, mais on fait le prélèvement pour confirmer la nature et le traitement, il va être fonction donc, du type de cancer, mais aussi de l'évaluation qu'on fera de ce cancer-là. On a la possibilité aujourd'hui de faire le traitement sur place. On voit la lésion et on fait le traitement sur place. Ça permet d'éviter les déperditions et ça permet d'augmenter le traitement des cas positifs. Toute femme malade peut guérir des lésions précancéreuses si elle est détectée précocement et sans récidive. Professeur, vous avez écouté le bout de reportage. Une petite lecture avant le lien des deux maladies graves, sida et cancer. Ce qu'on fait de ce reportage, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus parce que ce cancer, compte tenu de son histoire naturelle, depuis l'infection, depuis la première infection par le virus du papillome humain jusqu'à la naissance du cancer, il s'écoule une période de 7 à 15 ans, donnant les possibilités de détecter des lésions qu'on appelle précancéreuses, dont le traitement évite l'apparition du cancer. Aujourd'hui, des méthodes de traitement ont été créées, développées et mises en place qui permettent de voir la lésion et de traiter la lésion sur place. Donc ça permet d'éviter les déperditions des malades et d'augmenter le nombre de femmes traitées et d'éviter les soucis liés au fait que quand on dit à une femme vous avez une lésion précancéreuse, donc ça va créer beaucoup de problèmes psychologiques. Donc si on traite la lésion sur place, et ça permet d'éviter tout ça. Donc la prévention, c'est un cancer, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est évitable. 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 Soit par la vaccination ou par le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Rapidement. Le cancer du col du sein également, c'est un cancer qui évolue longtemps à bas bruit avant les premières manifestations qui sont l'apparition d'une boule dans le sein. Quelquefois, on a des écoulements sanglants au niveau du sein et également, il peut y avoir des petites plaies qui apparaissent au niveau du sein. Donc, il est possible de détecter ces cancers précocement et de traiter et guérir. C'est pour ça que nous sommes très heureux que dans la salle, qu'il y ait une personne qui va témoigner que le cancer se guérit. Elle va vous dire en combien de temps, depuis combien de temps elle est sous surveillance. Donc, ce qui prouve vraiment que le cancer se guérit. Alors, pour revenir sur le lien entre le VIH et le cancer, on lit un peu le mois de décembre. Juste en quelques mots, le VIH, c'est-à-dire, entraîne une diminution de l'immunité. Tout à fait. Donc, les défenses de l'organisme sont affaiblies. C'est en cela que ce terrain est très favorable au développement des différents cancers. Alors, donc, le VIH en lui-même n'est pas un facteur favorisant, mais c'est le problème immunitaire qui est créé par la maladie qui fait que les victimes développent ou préparent un terrain favorable au développement du cancer. Les cancers du col de l'utérus, la prévalence ou le risque de cancer du col de l'utérus chez une femme infectée par le VIH est multiplié par 6. Donc elle a 6 fois plus de risque de développer le cancer du col de l'utérus qu'une femme qui n'est pas infectée par la maladie. Bien, nous arrivons à la deuxième partie, le public. Pour des questions pour notre invité, professeur Bangali Traoré, chef service de cancérologie à Donka, coordinateur du programme national de lutte contre le cancer. Moi, c'est médecin capitaine Silla. Je suis le directeur technique et scientifique par intérim au niveau du service général de santé des armées. Et je suis hépato-gastro-entérologue. Donc, je me remercie en fait le cher maître
à l'occurrence le professeur Bangali, et également Madame la présentatrice, Madame Sissoko. Mon intervention s'accentue d'abord pour un engagement décisionnel. Quand on parle d'un problème en fait d'oncologie, c'est un problème transversal. Ça concerne de la tête aux orteils. Donc, mais malheureusement, Monsieur le ministre, en fonction en fait de son portefeuille, s'est déplacé. Mais l'engagement décisionnel, elle est très important pour mettre en place ce programme national, non seulement de lutte, et transformer le service de cancérologie en un institut de cancérologie. La deuxième des choses, c'est la formation. Le professeur a parlé en fait des cancérologues, surtout dans le domaine chirurgical. Mais il y a des radiothérapeutes, il y a des chimiothérapeutes. Mais il y a un volet nodal, c'est l'anatomopathologie. Il faudra que, parce qu'on a ce problème en Guinée, nous, les hépatogastro-entérologues, on est également concernés. Quand on a des pièces qui confirment la certitude, parce que tous les autres examens font ce qu'on appelle la présomption, l'orientation, mais la confirmation, elle est histologique. Donc, un cancérologue ne peut pas bien exister s'il n'y a pas un bon anatomopathologiste. On a ce problème qu'on doit essayer de régler franchement, en fait, chez nous. La troisième maintenant des choses, c'est une question que je dois poser à monsieur le professeur, cher maître, c'est concernant la place de l'IRM au niveau de cancer, surtout du sein. Parce qu'il y a de ces cancers, en fait, au niveau du sein, surtout quand la localisation est lobaire ou bien intracanalaire. Aussi, ça trouve que c'est une micro-lésion. L'échographie, mais également la mammographie passe à côté. Et si ça trouve que le médecin, parfois, il n'est pas teigneux, il ne peut pas poser le diagnostic parce qu'on a rencontré des cas. Et qu'en dites dans la revue de la documentation? Merci. Moi, c'est Dr C.C. Jean Benemou, biologiste naturopathe. Et j'interviens pour un sentiment que je dois d'exprimer envers Mme Marie Sidbé et une petite question pour le professeur. En fait, depuis 2021, je suis avec elle dans cette émission. Dites-moi tout, docteur. Et Dieu seul sait, le large public, comment le large public a apprécié cette émission. L'émission que celle-ci anime mérite un prix. Je ne sais pas si c'est le ministère de la Communication qui doit délivrer ces prix, ou bien si c'est le ministère de la Santé. Parce que Dieu seul sait comment son émission est appréciée par le large public guinéen et international. En deuxième question maintenant, avec le professeur, je suis biologiste naturopathe. Le domaine de la cancérologie, nous en naturopathie, on les appelle les maladies de civilisation. Cancer, diabète, hypertension, ulcère, etc. Nous les traitons sans médicaments. Nous donnons la santé. Je donne la santé aux diabétiques sans médicaments. Je donne la santé aux hypertendus sans médicaments. Je suis à Kindia. J'enseigne à l'université de Kindia. Les facteurs de prévention, l'humanité a fait dos à la nature. Tout ce que vous mangez aujourd'hui est poison. Je le dis et je le démontre. Les comportements, l'activité physique n'est plus. Je l'ai développé ici, sur cette émission. Les grands piliers de la santé. L'activité physique, le manger, la gestion du stress, le contact avec la nature, la chaleur humaine et la sexualité. Voilà les 5 piliers de la santé. Tant que l'humanité ne fait pas recours à ces 5 piliers de la santé, vous allez gérer toutes les maladies du monde, vous ne pourrez rien. Et je le dis et je le démontre. C'est pourquoi M. le ministre vient de signer actuellement le nouveau arrêté qui reconnaît la Fédération nationale des médecines traditionnelles et alternatives de Guinée. On va d'abord donner la parole à Mme Salema Toussi, elle est dans la salle pour témoigner de sa guérison du cancer. En 2015,
mo ri han ku yira ku yeto ba na sa docteur xom docteur Amara na he di mo to mi ba di mo fanga de ana ka ma den ka bar fundu ko de ana he awe wa mi yeto fa ka fi ne ana kan na samba gynécologue xoma docteur Sidat na na samba to na fa na kan na samba mammographie na sa gamen et to résultat so ni na kan ba nga professeur ko bangat na lera na donka na sa gamen na fa na hamatu ana ka wa di tan cancer na ni na ni la ba ma ana ka sabari ona amatom ana ka examen ma kwaduma na ka ni la ba ana ka wa traitement a khembelina wona ka folo mo ko to na folo mo na ka ba han do so le fi na na ka no opération fa ba le na ka ma na ka donc a wali reti na ko to filifa na da ba ma di ana ka Jean Paul II so ato dang lo ko fi lo sa hanna na han kli na fa ka opé mo opéré le 26 octobre 2015 atongo opéré mo ri sakana opéré man ro atongo opéré atana man suivi han wona de na xetu na siga Dakar radiothérapie na sanara ba abiri kono di cancer fe na kanyi ndre fara fe kono non dinar di kakuye ba Guinée di medi fori wona won kanyi ma denke wo i koni igale mo ni khakuti munana ndiye falwa lengedi nse ba kuntuni kan tan sam barbo de man mo opere man ina kan ha opere na sika tandi anga sibi ga amaga mbore na hamaga na maimini mbore ndi mburi na kati ya amaga ni na maimini nda na wakili han na kan falembe ndaba na kan falembe ndaba han to na de na khay na mpega opéré de 3 mois après c'est quand même ça moto khali ngia ka be non wala fo na le docteur yo na yo c'est mal fa c'est ga amato c'est c'est asuni na c'est ina to ko ki han wona de na ka to alhamdulillah rabbil alamin mbara yata mbara mi na ku. Bonsoir cher maître, bonsoir à madame Sidibé. Avec la permission de mes chefs hiérarchiques, moi je suis sage-femme militaire épidémiologiste étudiante, Mabana Konaté, je suis la sage-femme maîtresse à la maternité du Kalfaya Diallo. Comme docteur l'a si bien dit, parlez tout de suite d'une formation qui verra bientôt le jour par rapport à la spécialisation des infirmiers dans le cadre de l'oncologie. Donc, je voudrais demander au professeur quel est le projet que vous réservez aux sages-femmes dans ce cadre. Parce qu'on sait tous que les sages-femmes jouent un rôle vraiment nodal dans la prévention du cancer du col. Et c'est les mêmes sages-femmes qui sont toujours au chevet des femmes. Et les femmes sont beaucoup plus prêtes à se livrer aux sages-femmes qu'à n'importe quel autre corps. Donc, je ne sais pas quel est le projet aussi que vous réservez pour les sages-femmes. Merci Madame Marie Sidibé et merci Professeur Bangali Traoré. Moi, c'est Kourouma Mariama Siré. Je travaille à la Direction nationale des mines. J'ai des questions pour le professeur Bangali Traoré. Ma première question, quelles sont les pratiques à adapter pour éviter le cancer du col, de l'utérus et du sein? Ma deuxième question, quels sont les signes de manifestation d'un début de cancer du col et de l'utérus et du sein? Monsieur Samba, allez-y. Ma question est de savoir quel est le coût de la prise en charge d'un cancer dépisté précocement et celui dépisté tardivement. Et qu'est-ce qui pourrait être la prophylaxie? Merci. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont posé des questions, fait des observations. Nous tenons à cœur la formation. La formation tant sur le plan des spécialistes en oncologie, chirurgicale, radiothérapie, oncologie médicale. On n'en a pas trop parlé,
Mais il faut savoir qu'il y a actuellement des gens qui sont en formation en oncologie médicale et en radiothérapie. Il faut également la formation en anatomie pathologique, mais pas uniquement les pathologistes, mais il y a les radiologues aussi. Tous ceux qui peuvent détecter la maladie dans leur spécialité respective et adresser les patients là où ils doivent être pris en charge, nous nous intéressons à la formation de ces spécialités-là. Donc tous ceux qui peuvent vraiment contribuer à la lutte contre le cancer, c'est extrêmement important. Ce n'est pas que ceux qui travaillent dans les structures hospitalières, mais il faut aller au-delà. J'ai dit tout à l'heure que la lutte contre le cancer se gagne avant l'hôpital. Donc il faut impliquer tous les acteurs qui peuvent lutter contre la maladie avant qu'il n'y ait exposition aux facteurs favorisants, mais aussi avant qu'il n'y ait développement de la maladie, c'est-à-dire dans la prévention secondaire. Alors, pour la question sur l'IRM, imagerie par résonance magnétique, alors l'imagerie par résonance magnétique n'est pas l'examen qu'il faut pour le dépistage. C'est un examen qu'on utilise dans la chaîne de diagnostic de cancer du sein. Et l'examen coûte extrêmement cher. Donc, pour réaliser cet examen-là, c'est lorsqu'on a un doute dans l'interprétation des données de la mammographie, entendez radiographie des seins, et lorsque également il y a une contre-indication à l'utilisation de la mammographie dans la chaîne soit de diagnostic ou de dépistage du cancer du sein. Et donc ce sont les femmes qui ont des gros seins qui sont très denses, ce sont des femmes enceintes qui peuvent avoir des anomalies mammaires et qui demandent une exploration. Donc on n'utilise pas de rayon X, mais plutôt de l'IRM pour justement asseoir le diagnostic. Donc lorsqu'il y a également des doutes dans l'interprétation de données de la mammographie, on peut faire recours à l'imagerie par résonance magnétique. Alors, la naturopathie et le cancer, moi je peux résumer en ceci. La prévention du cancer, si on arrive à appliquer la mesure 0,5-30, 0, c'est ne jamais consommer le tabac sous quelque forme que ce soit. 5, en quelque sorte, c'est recommander une consommation régulière des fruits et légumes. Le 30, c'est l'activité physique. Donc, c'est encourager la promotion de la santé. À cela, nous allons peut-être ajouter, chez nous, puisque la majorité des cancers sont des cancers liés aux infections, donc il faut accroître la lutte contre les infections. Le papillomavirus, c'est la vaccination. Le cancer du foie avec l'hépatite B, c'est la vaccination contre l'hépatite B, et ainsi de suite. Donc il faut lutter contre les infections pour optimiser la prévention contre les cancers. La naturopathie, c'est à base des plantes. Les plantes, ce sont des fruits et légumes. Et donc, en utilisant ça, on peut arriver à lutter, à faire la prévention primaire. Bien sûr que les sages-femmes font partie des priorités nationales. La lutte contre le cancer du col de l'utérus ne peut pas réussir sans les sages-femmes. La formation en oncologie, quand on dit infirmier, bon, on globalise. Les infirmiers d'État ont à peu près les mêmes diplômes que les sages-femmes. Donc la formation, c'est pour les infirmiers et les sages-femmes. Il y a les pratiques pour éviter le cancer du col de l'utérus. La prévention primaire, c'est faire la vaccination contre le virus du papillome humain. La prévention secondaire, c'est faire le dépistage, se soumettre au dépistage pour détecter et traiter des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Quels sont les signes d'alerte du cancer du sein et du col de l'utérus? Je l'ai dit, pour le cancer du sein, c'est la présence d'une boule dans le sein. Quelques rares fois, il peut y avoir un écoulement de sang ou bien une ulcération ou une plaie qui apparaît au bout du sein. Pour le cancer du col de l'utérus, ça passe souvent inaperçu, mais c'est lorsque une femme voit du sang sur le linge après un rapport sexuel. Ça s'appelle
saignement provoqué. Donc ça passe inaperçu, mais il faut faire attention à l'état des linges lorsque on finit un rapport sexuel. Donc ça, c'est vraiment le signe primordial. Quelquefois, il y en a qui vont dire « j'ai mal pendant les rapports sexuels ». Donc il faut faire attention, aller dans une structure de santé. Ces signes ne sont pas spécifiques au cancer, ça peut être lié à d'autres maladies, mais c'est aux structures de santé d'orienter les femmes. Alors, la différence entre le coût de la prise en charge d'un cancer diagnostiqué précocement. Vous savez, le traitement du cancer, d'abord la phase diagnostique. Quand un cancer est diagnostiqué précocement, ça demande moins d'exploration pour la phase diagnostique. Les recommandations ont démontré aujourd'hui qu'un cancer vu précocement n'a pas besoin d'un examen, d'un scanner qui prend de la tête au pied. Mais par contre, quand un cancer est vu à un certain stade, on a besoin de savoir si ce cancer n'est pas propagé dans l'organisme. Donc ça, c'est déjà un premier coup avec une différence très élevée. La prise en charge, c'est-à-dire le traitement, regroupe la chirurgie, l'intervention chirurgicale, la chimiothérapie, la radiothérapie et autres. Ouais. Si le cancer du col de l'utérus est vu précocement, on peut traiter sans avoir besoin de faire la radiothérapie. Imaginez qu'on vous dise « votre femme doit être évacuée à Dakar ou dans un autre pays pour faire la radiothérapie ». Faites un peu la différence. Je ne rentre pas dans les chiffres, mais vous pouvez imaginer ce que ça coûte. La prophylaxie, pour éviter que le cancer soit avancé, c'est se soumettre au dépistage. Parce qu'il est possible que ce cancer soit évité. Le cancer du col de l'utérus peut être évité en se soumettant simplement au dépistage. Le dépistage permet de voir et de traiter sur place les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Notre pays a cette capacité de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Ben, c'était tout. Donc, professeur, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes souvent avec nous lorsqu'on parle de cancer. Nous profitons également pour dire un grand merci à tous qui ont fait le déplacement. Et la suite de la cérémonie, ce n'est pas fini. On a des satisfecits à décerner. Moi, c'est la femme Soussou que j'adore le plus. Vous avez vu femme Soussou? On ne la frappe pas, hein? Yeah! Faut t'amuser. Elle est trop intelligente. Quand elle sent que M. Bangoura veut frapper ça, elle s'arrête au dehors. Ita nyanga mari sofa le minibé. Minibé! Donc, c'est pour dire à tous les quartiers, venez, je suis en train de me battre avec mon mari. Et on ne la frappe pas. Yeah! On ne peut pas. Non, sérieux. Non, mais quand on parle là, il ne faut pas qu'on va oublier les patois. Pardon, les forestiers. Ça là, ça nous sert. Il y a beaucoup de problèmes. Mais quand tu vois un couple forestier se battre, ne vous posez pas de questions. C'est comme Bambeto, manifestant contre policier. C'est Caillou qui parle. Il est éliminé. Pour elle, il n'y a pas de détail dans ça. Hein? Non, moi-même, en fait, on rit de ça, mais on sait que la violence faite aux femmes, c'est pas bon. Mais on rigole, mais on sait qu'il y a des hommes qui sont très violents. Et on profite de ce public, de ces caméras pour dire aux hommes, quand il y a des problèmes entre vous et vos femmes, le dialogue est mieux. Avant que Mme Déféré va vous déférer là, le dialogue est mieux. Mais avant de partir, parce que tout à l'heure j'attendais docteur. Il y a beaucoup de docteurs ici. Une question. Pourquoi quand le docteur écrit là, c'est pharmacien seulement qui peut lire? Ça, je n'ai pas compris. On est tous partis à l'école. Il y en a ici qui ont un diplôme de mathématiques appliquées. Il y en a qui ont un diplôme de droit. Mais eux là, quand ils écrivent là, nous là, on ne peut pas lire. On dirait que c'est nous, on est bêtes.
Ah! Non, mais et puis, ce qui me plaît chez les pharmaciens, les gens là, ils sont forts. C'est-à-dire, quand tu vas à la pharmacie, c'est par rapport à ton habillement là, tu as ton médicament. Non, je vous promets, quand tu es comme notre boss, comme ça, le patron, quand tu arrives, quand tu dis, j'ai les migraines, on dit, hey, envoyez Codoliprane. Ça, c'est cher. Mais quand tu es... Bon, attends, je vais voir qui d'autre encore. Bon, si index quelqu'un, la personne va crier. Bon, monsieur le militaire, tu sais, eux, c'est... Après les riches, c'est eux, quoi. Quand lui vient, il dit, oui, j'ai les céphalées. Ah, tu as vu, c'est différent, hein? Migraine, céphalée. Mais c'est même maladie, là. Et il dit, bon, toi, viens, donnez Doliprane, on donne. Quand c'est nous, les pauvres, là, je viens, je dis, j'ai maux de tête. On dit, donnez le paracétamol, n'est qu'à quitter ici. Je dis, selon ce que tu es là, c'est comme ça on te donne médicaments. Je dis, pharmacien, mais il y a une chose en pharmacie que moi, je n'ai pas compris, jusqu'à aujourd'hui. C'est quand un garçon, c'est-à-dire, quand il dit garçon, là, ce n'est pas les petits garçons, là. Tu es vieux, tu es barbu, et puis tu rentres, tu veux payer une préservatif. Et puis c'est une dame qui est là-bas. Regarde qu'elle te lance. Regarde qu'elle te lance. Au revoir. Le premier thème touchait en grande partie, quand même, les femmes et le deuxième sujet également. Donc, pas par hasard, les thèmes ont été choisis. Nous vous remercions de votre contribution. Nous remercions à tous qui ont rehaussé leur présence dans cette émission Dites-moi tout, docteur, depuis sa création. Merci à la Direction générale de la RTG qui ne ménage aucun effort pour son soutien à nos côtés et à chaque aventure. Merci à ces personnes d'ombre. Je veux parler des techniciens de la production, de la régie, du nodal, des programmes tout entiers. Si nous sommes vedettes à la télévision nationale, c'est grâce à eux. Aux autres collaborateurs, sans exception, la famille, les amis,